Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit le champion du MAGP des moins de 61 kg, Alphand Rocher Lab. Salut Alphand. Ça va? Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. C'est normal. On se connaît, on s'est côtoyé un peu, on a eu l'occasion de discuter plein de fois. On s'est croisés, la dernière fois, c'était à la Supreme League, la finale. Ouais, exactement, ouais. Où la Old School affrontait Hatch. Pour la Supreme League. Et on t'a croisé. Et où on a gagné un Hatch. Apparemment, tu ne seras pas du même avis. On se croise dans les couloirs, tu sors d'un 5x5. Et là, on te regarde, on fait, mais tu ne combats pas. En plus, c'est amateur aujourd'hui. Et ben non, tout simplement, tu faisais un petit 5x5 parce que normalement, la semaine d'après, tu devais combattre. C'est ça, exactement. Et ça a été annulé. Ça a été annulé le mardi pour le samedi. Pas de souci. En fin de régime, j'étais dégoûté. En plus, tu étais à fond. Pas de souci, tu es revenu là, à la rentrée en septembre. Ouais. Et tu as fait quoi? Tu as simplement remporté la ceinture. La ceinture des moins de 61 kilos. Exactement. Tu as affronté un Roumain qui était assez solide. Non, un Vénézuélien. Un Vénézuélien, pardon. Ouais. Assez solide, exactement, excuse-moi. Et là, tu te prépares pour un 5x5. Alors que c'était le premier, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Exactement. Comment on se prépare pour un 5x5? Est-ce qu'on se prépare de la même façon que pour un 4x3? Forcément, tu vas me dire non. Bah ouais, forcément. Forcément. Alors, tu peux expliquer, c'est quoi les différences sur une préparation d'un 3x5 et... alors c'est bête, mais déjà en 3x5, bah on s'entraîne tout. Enfin, déjà, nous à la Old School, on s'entraîne 2 fois par jour tout le temps. Donc en vrai, un 3x5, on va être à peu près tout le temps prêt pour un 3x5. Même si quand on combat à chaque fois, on rajoute encore de l'intensité pour être vraiment prêt. Ça veut dire si demain, quelqu'un t'appelle, une orga te dit écoute, viens combattre, t'es prêt? Ah non, demain je suis pas au poids. mais en vrai, physiquement, on est quasiment tout le temps prêt. Mais par contre, du coup, pour un 5x5, déjà, on a encore monté le curseur au niveau de la préparation. Et puis, il y a aussi l'aspect stratégique qui rentre en jeu, vu que si on rentre, qu'on rentre dans le combat directement comme dans un 3x5, en général, t'as plus de chances d'exploser et de pas réussir à tout tenir. Alors, est-ce que ça veut dire que tu as un game plan? Parce que souvent, on reçoit aussi des combattants qui nous disent, ou des coachs, ils n'ont pas de game plan vraiment. C'est-à-dire qu'ils font du MMA, ils s'adaptent à l'adversaire, et tu en as d'autres qui me disent, j'ai un game plan, j'en ai 2 parfois, j'en ai même 3. Ça veut dire que si au dernier round, je suis en train de perdre, on a un game plan pour pouvoir mettre un KO. Est-ce que ça va jusqu'à là à la Old School? On n'a pas de game plan pour dans le sens où, comme tu dis là à la fin, si on est en train de perdre le 3e round pour mettre un KO, vu que de toute façon il n'y a jamais de solution miracle, tiens je te sors ça et puis je te mets KO. Mais ouais, en vrai on arrive toujours avec un game plan en tête. Après il y a la réalité du combat aussi, où des fois ça se passe pas comme prévu, mais là après le game plan on le remet en place pour qu'il soit mieux. Et puis après, on est toujours attentif. Quand je dis nous, c'est moi comme les autres mecs du club. Quand on regarde en général à la Old School, on est toujours vraiment à l'écoute de Gaëtan. Et que ce soit pendant le round ou que ce soit à la minute de pause. Et du coup, lui, il va vraiment nous réorienter, nous dire ce qui va pas, nous dire ce qui va, nous dire les points forts, les points négatifs. Et on va vraiment se focus sur ce qu'il dit et changer ça pour gagner. On va discuter un peu plus tard de Gaëtan. Ouais. Vous le savez tous, on adore ce coach. Tout le monde l'adore. On va discuter après un tout petit peu sur ses qualités et comment il vous fait progresser, parce que c'est ça surtout le rôle d'un coach, c'est faire progresser ses élèves. Et ça, il sait très bien le faire. Restons dans le débrief du combat. Premier round, je vois un spécialiste du sol qui a gagné ses 4 derniers combats avant celui-ci. 3 par soumission et un KO. Il y a un TKO au premier round, au dernier MAGP. Ouais, exactement. Là, tu te dis, le garçon, c'est un spécialiste du sol. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est que tu restes sur une boxe. Est-ce que tu le fais parce que tu es plus grand que lui? Non, en vrai, je le fais déjà parce que lui, on savait qu'il était bon au sol. Il était ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. On savait aussi que j'avais l'avantage au niveau de la longe et tout. Et en vrai, quand on regarde la plupart de mes combats, même quand je soumets les gars, je fais quand même pas mal de pieds-points. Et puis après, ça va vraiment dépendre de chaque combat. Par exemple, mon premier combat face à Lopez au MMAGP,
C'était un mec, il rentrait vraiment en pied-point, il voulait vraiment rentrer dans la bagarre. Du coup, bah, en fait, c'est bête, il m'offrait à chaque fois un takedown. Donc, plutôt que de boxer sur ce style de combat-là, bah, j'attendais qu'il rentre, je baissais et puis je rentrais. En fait, c'était vraiment je m'adaptais enfin, comme la plupart des combats, je m'adapte au style d'adversaire que j'ai en face de moi. Comme les combats d'après où on peut voir que bah, je boxe, mais après, les mecs, dès qu'ils m'offrent une opportunité de les soumettre ou quoi que ce soit, bah, je les soumettais. Ça veut dire que là, le game plan de base, quand tu es rentré dans la cage, Ouais. c'était d'aller en striking. C'était de bien rentrer, enfin déjà de moi avoir la notion des distances et d'être maître des distances et de bien piquer le mec en anglaise et de rajouter des calf kicks, même si ça n'a pas été trop possible du coup. Bah, mais on va en venir après. On va en venir justement. Mais de piquer le mec en boxe, de ressortir, de toujours bien me déplacer, jamais être dos à la cage vu que bah, lui on savait qu'il allait chercher à m'emmener au sol. Donc si t'es dos à la cage, forcément tu lui offres l'opportunité du takedown qui est beaucoup plus simple que si t'es hors cage, vu que tu peux sprawler. Mais voilà, du coup c'était de piquer. Et puis après, il fallait pas se refuser non plus si lui bah, m'offrait un takedown en se jetant ou à un moment je le sentais, de moi aller au sol et de faire mon travail. Vu que même s'il était fort au sol, j'avais pas peur de lui en termes de sol. Et je pense que j'étais meilleur que lui au sol. D'ailleurs, on a pu le voir pendant le combat. Et quand tu dis piquer, en effet, tu as utilisé énormément ton bras avant. On voyait que c'était sec. C'était pas un jab pour maintenir en distance qu'on voit en boxe. Là, c'était vraiment des coups qui faisaient mal. C'était vraiment. C'est entre le jab et le direct. Ouais, bah en vrai, mon but c'est aussi de lui faire mal. Hein. Tu sais, s'il se prend un direct, qu'il le touche à peine et qu'il se dit oh ça va, alors que aussi il prend un vrai jab et il se fait putain l'enculé, il m'a bien touché. Ouais, c'est clair, tu le laisses pas rentrer. C'est ça, c'est pas pareil. Le mec il va être tout de suite plus hésitant à rentrer, il va. Bah, enfin, tu sais, c'est bête, tu prends plein de directs dans la tête, sec et tout, appuyé, le mec à chaque fois que tu essayes de remiser, il est sorti. C'est tout de suite plus pareil. Hein. Et d'ailleurs, on l'a vu dès qu'il était un peu plus loin. Bah, t'envoies le front kick aussi. Ouais. Tu étais toujours en train de le piquer, lui faire mal. C'est ça. Et ça l'a obligé donc à chercher des mouvements plutôt circulaires. Donc il a utilisé son cross, il a utilisé sa jambe arrière. Donc lui, il avait plutôt des mouvements. Jambe arrière et avant, il a pas mal kické sur des gros middle. C'est ça, exactement. Il était plutôt sur des circulaires, sur des mouvements comme ça, lourds, parce qu'il n'a pas le choix. Mais lourd, mais du coup plus prévisible aussi. Exactement. Et d'ailleurs, ça t'a permis à un moment donné, sur la fin du premier round, de le toucher. Non, c'est sur le troisième. Fin du troisième round. Même sur le premier, parce que tu l'envoies au sol sur un coup de genou. Non, justement, ça c'est le troisième. C'est le troisième, tu vois, comme quoi hein, les souvenirs parfois sont trompeurs. Et tu l'emmènes au sol et tu fais des dégâts. Ouais, je mets pas mal de coups de coude. Même là, j'étais étonné de sa résistance. Parce qu'en fait, de base, juste avant le genou, je lui mets justement je mettais pas mal de front kick et tout. Et là, je lui mets un middle au foie. Et en fait, lui, il commence à se plier un petit peu. Et là, je sais que du coup, il est touché au foie, c'est à moi d'y aller, quoi. Donc, il est acculé contre la cage, je lui fais coup de genou. Je crois que je lui touche la mâchoire quand je regarde sur les images. Et après, lui, il tombe un petit peu et après, ça enchaîne au sol vu qu'on est collé. Je lui mets pas mal de coups de coude et tout. Et le mec, je vois, il continue à défendre et tout. Il reste dedans. Je me dis, putain, il est solide, le mec, quand même. Et du coup j'essaye de. C'est vrai qu'il est solide. Ouais, j'essaye de finir. En vrai là, j'ai encore le coup de gonflé, alors ça va faire 2-3 semaines. Hein. Donc et c'était sur ces coups de coude là. Mais je me dis écoute, j'essaye quand même de le finir, j'essaye, mais je vois le mec il reste dans le combat. Donc après fin du temps et minute de repos. Ouais. Et je vois qu'au 4e round pour le coup, il revient direct dans le fight. Ouais, il revient, il t'emmène d'ailleurs au sol assez rapidement. Ouais, je crois au bout d'une minute 30, un truc comme ça. D'ailleurs, les deux derniers rounds sont un peu similaires. Il t'emmène au sol. Dès qu'il peut t'emmener au sol, il essaie de t'emmener au sol. Ouais. Au début, on pensait qu'il chercherait plus ça. Finalement, il a attendu. Je crois au 3e round, il a tenté de m'emmener au sol. Je lui ai mis un beau sprawl. Et après, il a pas cherché du round. Et c'est 4e et 5e, et il m'emmène au sol. Et d'ailleurs, 5e, tu décides, dès que tu peux te relever, tu fais écoute, il n'y a pas de bagarre, tu te relèves, tu finis le travail proprement, tu retournes en boxe, en striking. Vraiment, le côté intelligent, c'est-à-dire, malgré qu'on est à la fin, tu peux dire, t'es fatigué, donc fatigué aussi mentalement, et que tu vas relâcher le truc, et non, pas du tout. Non, en vrai, même si je me suis senti bien, après, forcément, un peu plus fatigué qu'au premier round, mais je sentais que j'avais quand même du jus encore. Donc après le but c'était de faire le game plan là, vu que lui il était assis sur moi, on était collé contre la cage,
Je vais pas chercher à faire une X-guard ou quoi que ce soit, me mettre sur le dos connement et puis pouvoir prendre des coups connement. Du coup, c'était vraiment le but, c'était de me relever comme n'importe qui aurait cherché à faire à ce moment-là. Hein. Et après, de reprendre la distance pour le retaper. Il y a deux choses qui moi, m'ont marqué pendant ce combat. Il y a plusieurs choses, mais voilà, je voudrais mettre l'accent sur ces deux points-là. Le premier, c'est que, en effet, je m'attendais à avoir plus de jambes, ce qu'on n'a pas eu. Donc, et la deuxième chose, tu vas nous expliquer pourquoi d'ailleurs, la deuxième chose qui m'a aussi impressionné, c'est ta défense lorsque tu es au sol, tu es sur le dos, sur les coups de coude que tu n'as jamais pris. Ouais, les coups de coude, je les prends pas à un moment. Ça, c'est au 4e round, je crois. Ouais, il envoie. Il envoie plein de coups de coude, mais. Et tu as une défense sur les coups de coude. Comment tu travailles ça? Parce que franchement, impressionnant. En vrai, c'est bête, mais il faut juste regarder le mec ce qu'il fait. Hein. Tu regardes le mec qui fait, tu vois, il envoie un coup de coude, tu te couvres bien, tu fermes bien. Si tu fermes bien, le coup de coude, il va arriver dans ton bras. Hein. Après, malgré ça, faut quand même être attentif parce que si tu es que bloqué et que le mec il te fout 30 coups de coude et que toi tu bouges pas, bah forcément l'arbitre il va arrêter. Du coup, à chaque fois j'étais comme ça, hop, j'essayais de le recoller à moi. Mais oui, la défense, si t'as bien les bras fermés, là pour le coup, vu qu'il envoyait vraiment des coups de. Ouais, ça va tenir. Ça va. Vu que à partir du moment où j'étais bien fermé, ça arrivait dans le bras et du coup il y avait pas de dégâts qui me mettaient quoi. Et ces jambes, pourquoi on n'a pas vu Alphand, parce qu'on sait qu'Alphand a de sacrées jambes, pourquoi on n'a pas vu plus de travail en jambes? Tout bête, juste avant pendant l'échauffement, il y avait Gaëtan à ce moment-là, il était en train de coacher Gaëtan qui est mon coach du coup, Gaëtan Hurtel, le coach de l'Old School. Qui lui était en train de coacher Alvin qui combattait 2 combats avant moi et il était sur la fin du coaching et puis moi j'étais avec Adem Meskini, mon partenaire du coup d'entraînement qui est aussi un combattant à gage et qui est aussi à MMAGP, qui était à l'E-Warrior, qui là combat au prochain MMAGP à Bordeaux le 21 dans le tournoi. Et dans le tournoi il y aura aussi d'ailleurs en main event Michael Aljarouj, le soldier qui est le tenant de la ceinture des 57 kilos. C'est ça. On en discutera après encore. Mais ouais, du coup là on revient sur du coup je m'échauffais avec Adem et puis du coup on avait mis on faisait un échauffement qui était en rapport avec l'adversaire. Donc moi je boxais et puis Adem il tentait de faire plein d'emmener au sol. Parce qu'Adem est très très fort au sol. Il est très très fort partout, Adem. Hein. Il est vraiment au sol. Moi, il m'impressionne au sol en tout cas. Ouais, en vrai, il est très très fort partout. Mais du coup, il tente de les emmener au sol. Donc à chaque fois, le but c'était je le sprawlais et puis je reprenais la distance et tout. Et puis en fait, on était dans un vestiaire. Nous, ça va, on avait déjà de la chance vu qu'on n'était pas dans un vestiaire commun. On avait vraiment une loge pour nous. Et la chance, mais en même temps, ce qui nous a un petit peu desservi pour le coup là, c'est que dans la loge, il y avait à côté des tapis, il y avait un porte-manteau, tout simplement pour mettre les manteaux et tout, qui était sur roulette. Et puis en me décalant, en fait, je shoot le porte-manteau et juste au-dessus de la roulette, il y avait une plaque de ferraille. Et mon pied, il tape vraiment dans la plaque de ferraille et moi, ça me fait trébucher sur le coup. Donc je trébuche et tout, Adam il me demande ça va et tout, je fais ouais tranquille, ça va. Et puis là je vais reprendre et puis je regarde mon pied, je vois il commence à pisser le sang, ça, il y avait du sang de partout. Et en fait là je m'étais mangé le coin de ferraille juste au-dessus des roulettes qui m'était rentré vraiment bien profond dans le pied. Et on regardait tout, l'ouverture elle était profonde, ça pissait le sang et on voyait même le tendon et tout. Et du coup, là, on était en mode, c'est un peu coup de panique, 10 minutes avant le combat, même pas, putain, fais chier, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, sur le coup, on était en train de s'échauffer, du coup, on met juste du strap et tout, on me strappe le pied. Et Gaëtan, il arrive 1 ou 2 minutes après, je lui dis, ouais, putain, Gaët, regarde, c'est la merde. Sachant qu'on était dans le doute, parce qu'en France, t'as pas le droit de combattre avec un strap. Donc là, on était dans le doute vu que c'était en Suisse. Est-ce qu'ils allaient l'accepter? Est-ce qu'ils allaient pas l'accepter? Avec un peu de chance, on demande et tout. La Fédé, il l'accepte. Donc du coup, j'avais un strap qui m'enroulait le pied. Et on le voit, blanc. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que du coup, j'avais quand même j'avais la même mobilité, mais j'avais quand même pas la jambe qui était disponible pareil. Parce que si je tapais, est-ce que ça allait s'ouvrir encore plus et du coup, ça allait saigner à travers le strap qui déjà était. On avait déjà changé de strap parce qu'il était déjà devenu tout rouge le premier. Ouais, il était gorgé de sang, oui. Donc du coup, on s'est dit, ouais, moins de jambes.
Ce qui fait chier parce que on avait. Enfin, en ce moment, je suis bien sur les calf kicks. Du coup, pas de calf kick. Et puis, on a fait le fight Bon. du coup comme ça. Comme quoi, ça montre bien le Un courage. peu à l'arrache. Ça montre le courage hein, aussi qu'il faut avoir, la détermination, la motivation. Bah, c'est surtout que j'avais déjà eu 2 fights annulés. Du coup, pour moi, là, c'était mort. Je pouvais pas annuler le fight à 5 minutes près. Ouais. Je voulais rentrer chez moi, dormir avec ma ceinture. Ouais. Et tu nous l'avais dit en plus. Tu nous l'avais dit déjà la première fois, tu étais dégoûté. Là, tu n'en pouvais plus. T'en pouvais plus. Surtout que c'est bête, mais annulation, ça fait que du coup, moi, j'avance pas dans ma carrière. Bien donc, évidemment. T'as que 26 ans, mais t'as faim. Et d'ailleurs, le numéro 5 français que tu es, aujourd'hui, il aspire à quoi? À recombattre donc au MMA GP pour défendre sa ceinture? Je vais recombattre au MMA GP pour défendre ma ceinture, mais pas forcément tout de suite. Vu que là, on est en discussion avec des grosses ligues. Je dirais pas encore de nom parce que c'est pas encore acté. Alors, est-ce qu'on peut avoir simplement l'indice ligue européenne ou ligue à l'international? C'est une ligue européenne, mais qui est internationale. D'accord. Oui, donc ligue internationale, excusez-moi. Voilà, pas une ligue américaine. Et voilà. Ouais. Donc une ligue européenne. Oui, pardon. Donc une ligue européenne à l'international, c'est-à-dire qu'une grosse ligue européenne qui une bouge. Très grosse ligue. D'accord. Vous voyez on voit tous. Je ne dirais pas. On voit tous. En tout cas, il n'y a pas 50 noms qui me viennent comme ça en tête. Moi, j'en vois deux gros noms, une anglaise et une. On voit notre Saladin qui combat bientôt. Donc supposons que c'est l'une des deux. En tout cas. Tu combattrais là-bas, c'est-à-dire que tu aurais la possibilité d'aller combattre et de rester au MMA GP? Alors, c'est pas encore fait, mais là, si ça va se finaliser là d'ici les prochains jours. Et puis, normalement, c'est ça. On pourrait combattre là-bas. Et en parallèle, quand même, je pourrais défendre ma ceinture au MMA GP. Donc, on aura toujours la chance de te voir en vrai. Et ça, c'est important pour nous. C'est ça, ouais, ça reste cool. Donc, il faut savoir que tu es numéro 20 européen. Sur Tapologie. Ouais, sur Tapologie, tu es numéro 20 européen. Ce qui est pas rien, numéro 20 européen. Il faut bien se rendre compte. Hein. Sur le nombre de combattants sur la planète, tu es numéro 20 quand même dans cette catégorie-là. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que là, tu vas forcément progresser plus rapidement. C'est en toute logique si tu gagnes. Là, c'est ça. Plus tu prends des mecs qui sont bien classés, plus tu montes rapidement. Hein. Voilà. Donc, ce serait quoi? L'idée, aujourd'hui, c'est de performer dans cette nouvelle ligue en plus. Et après, aller outre-Atlantique? Déjà, performer dans cette ligue, ce serait déjà mon but premier. Sachant que du coup, ce sera un contrat de plusieurs combats. Donc, si ça se fait, en vrai... Ce serait un multi-fight, ce serait pas un one shot. Non, exactement, ce sera un multi-fight. Parce qu'ils le font aussi, souvent. Des fois, ils font des one-shots, mais là, ce sera un multi-fight. Donc, combattre dans cette ligue, performer et prendre la ceinture. Après, on ne sait pas de quoi est fait demain en vrai, donc est-ce qu'après je changerai de ligue, est-ce que je resterai, enfin tu sais, on peut pas savoir, mais progresser et puis prendre des mecs qui sont de mieux en mieux classés et puis aller toucher le gratin le plus rapidement possible. Et ça c'est beau ça. D'ailleurs, si c'est le KSW, il faut savoir qu'il va venir l'année prochaine en France. Donc ça se trouve, on aura pas mal de Français dessus. On espère en tout cas y voir beaucoup de Français. Si c'est le Cage Warrior, parce que voilà, ce sont deux noms que je pense. Ils vont aussi venir en France, je crois. Hein. Ils vont aussi venir en France. Donc dans tous les cas, j'espère te voir combattre en France, que ce soit pour cet orga ou l'autre orga. En tout cas, voilà, nous on espère. Après, il y a d'autres ligues européennes. Hein. Il y a d'autres ligues européennes, c'est vrai. Même de l'Est, il y a la CA qui est ultra costaud. Hein. Voilà, donc. En clair, il ne veut pas nous dire où il va. Mais voilà, suivez. En tout cas, on le saura assez rapidement d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, nous, on espère le meilleur pour toi et de gagner une nouvelle ceinture. Yes, merci. La old school, c'est pas mal de combattants qui performent. On disait tout à l'heure, Michael Aljarouj aussi, qui avait d'ailleurs remporté sa ceinture de la même façon que toi. Je trouve que c'est assez similaire. Il avait aussi beaucoup striké. Il n'était pas allé à la bagarre, il n'était pas allé au sol. Il était resté sur striking, il était propre. Et si on compare encore vos deux styles, vous écoutez énormément votre coach. À l'instant T, lorsque vous êtes dans la cage, lorsqu'il dit de faire quelque chose, vous le faites machinalement, sans réfléchir. Ouais. On dirait que c'est, voilà, vous avez reçu la consigne. Pourtant, il ne crie pas, le garçon. Quand il donne ses consignes, il est très calme. Et en plus, il ne vous abreuve pas de beaucoup de conseils. Il donne juste ce qu'il faut. Est-ce que ça, c'est le style, la old school? C'est le style de coaching de Gaëtan, en tout cas.
Mais c'est vrai que pour avoir déjà vu dans plein d'orgas, des fois des coachs qui gueulent ouais, là, jambe, Ou marche-lui dessus. c'est ça. Ou Enfin, c'est tu ça. sais pas pourquoi. En fait, c'est plein de détails qui même en tant que combattant, t'es là, tu t'entends plein d'instructions d'un coup. Tu sais, même toi, ça te met plus dans le brouillon qu'autre chose. Alors que là, Gaëtan, c'est que déjà, il va toujours parler calmement. Donc bah, c'est bête, mais toi du coup bah, on a sa voix en repère. Du coup, le fait qu'il parle calmement, quand t'entends une instruction, bah, tu sais que bah, déjà il te dit pas de la merde vu qu'on a confiance en lui. Mais tu sais que du coup l'instruction elle va être bonne et que au moment où il te le dit, bah, ce qu'il te dit tu peux l'appliquer. Et après, on sait qu'il va pas dire bah, 10 000 choses à droite à gauche, que bah, ça j'ai besoin de l'écouter, ça j'ai pas besoin de l'écouter. Et on sait que tout ce qu'il va nous dire à chaque fois, bah, c'est à prendre au pied de la lettre. Et du coup, c'est pour ça on est assez attentif et qu'en général, quand il dit un truc, ça se fait vraiment dans la foulée. Et d'ailleurs, ça performe dans la foulée. Hein, parce que là, les titres en ce moment, hein, ça y va. Ça y va, là, dans tous les sens. Et puis ça va continuer là. Parce qu'il y a encore des grosses échéances qui arrivent, que ce soit pour les pros ou pour les amateurs. Parce qu'en amateur, vous performez de dingue. Hein. Vous avez. Ils sont quasiment tous classés dans le top 3 quasiment chez vous, tous vos athlètes. En vrai, on a les numéros 1 dans plein de catégories. C'est les numéros 1 en amateur. Après là, ils passeront bientôt en pro, je pense. C'est la question c'était la question qui allait suivre. C'est aujourd'hui comment, parce que finalement, que ce soit toi ou que ce soit Michael, vous êtes arrivé très rapidement en pro. Alors à cet âge-là, ces garçons-là ne sont toujours pas pros. Bah après, c'est que nous, quand Michael et moi, on est d'autres. Il y a Alvin aussi qui est dans le même panier que nous. Il y a Jonathan qui lui avait même combattu avant moi. Nous, à l'époque, il y avait que ça. Moi, je me souviens, enfin, il n'y avait que ça. Je me souviens à l'époque, j'avais fait le Fight Select Junior, mais il y en a eu un. Et après, j'avais pas l'âge pour faire les Road to Contenders parce que j'étais mineur. Du coup, en fait, on faisait plein d'interclubs et tout, mais il n'y avait pas plein de tournois amateurs à droite à gauche. Là, quand on regarde les Mathis, Théo et tout, en amateur, Mathis, il doit avoir une trentaine, quarantaine de combats. Parce que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir, mais du coup, on a été obligé même à l'époque, c'était même pas vraiment du MMA, c'était du pancrace. Mais on a été obligé de se lancer dans le grand bain, du coup, directement comme ça. Mais comme beaucoup, finalement, comme tous de l'époque. Hein. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Fares, Saladin... on a tous commencé comme ça. Etc. Vous avez tous commencé comme ça, ouais. Et c'est aussi pour ça que tu regardes à l'époque les combattants... pro qu'il y avait, des fois ils étaient moins forts que maintenant quand les mecs ils ont une grosse carrière, tu vois, un Mathis là, Théo qui vont arriver, Wako, tous ceux-là ils vont arriver en pro. En vrai ce sera déjà des tueurs à gages. Bon courage aux adversaires qui seront en face. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quoi? C'est combien de combattants aujourd'hui à Low School? Professionnels et amateurs, une trentaine? On est entre 20 et 30 je pense, entre pro et amateur. On a un gros vivier amateur. En plus là cette année il y a quelques compétiteurs encore qui se sont greffés au groupe. Mais on est pas loin des 30 je pense quand on compte les deux réunis. Comment un coach peut réussir à passer du temps avec chacun lorsque vous êtes aussi nombreux? Comment il fait Gaëtan pour pouvoir vous faire progresser? Parce qu'il vous fait progresser, on le voit, vous progressez. Ouais, bah déjà c'est un mec qui s'investit énormément. Tu sais, en fait, je pense qu'on est un peu tous ses enfants et il veut vraiment notre réussite à tous. C'est en partie pour ça que ça donne ce que ça donne. Hein. Mais on l'a vu à la Supreme League. Hein. Ouais. Pourtant vous étiez à la hatch, pourtant vous étiez arrivé en nombre dans le public. On ça est toujours criait. en équipe. Non mais c'est vrai, c'était impressionnant. Hein. Ouais. Après, c'est sa formule secrète, je ne saurais pas te le dire exactement, mais je sais que c'est énormément de travail. Que ce soit les amateurs, les pros, on est toujours, déjà on est toujours régulier. Gaëtan il s'investit, il nous donne 2 séances par jour. Et tu regardes en fait, on est toujours là à charbonner. Donc forcément, après c'est bête, mais quand tu t'entraînes tout le temps régulièrement, et qu'en plus c'est des cours de qualité. Où tu vas vraiment rentrer dans des détails et tout, finalement à l'année tu auras fait un nombre de cours qui est obligé de te faire progresser. En plus de ça, on a quand même des séances sparring, on a quand même pas mal de séances sparring, on en a 3 maintenant dans la semaine. Donc forcément avec tous les sparring qu'on a de bonne qualité,
plus les cours de qualité, bah on progresse et puis après on se pousse tous vers le haut. Ouais, vous tirez, ouais. Forcément, ça se tire. Non, on se tire plutôt Et vers vous le n'avez haut. pas envie de décevoir les uns les autres, forcément. Ouais. Ouais, et puis aussi un gros avantage, c'est qu'en fait, eh ben, on est tous potes, tu sais, même là, dans les amateurs qui arrivent, tu regardes, il y a des Ryan Balbali là, qui a combattu le week-end dernier, qui a pris une ceinture, Mehdi Gilson qui a 5-0, des mecs comme ça. Moi, je suis avec eux depuis, on avait 10 piges, on faisait déjà du judo ensemble. Donc déjà, on a une expérience de la compétition d'avant. Et en plus de ça, tu sais, on a toujours été potes et à se pousser vers le haut mutuellement. Ouais, ça joue énormément. Forcément, Ouais, c'est un gros plus. Là, forcément, maintenant, il faut progresser davantage. Parce qu'il faut s'améliorer. Toi, quels seraient les secteurs dans lesquels tu voudrais t'améliorer? Est-ce que c'est forcément old school ou est-ce qu'il faut aller voir aussi un peu ailleurs, tourner dans d'autres salles pour pouvoir progresser? On sait qu'il y a un partenariat qui s'est fait aussi avec l'US Métro, avec Johnny Frachet. On avait vu certains d'entre vous tourner là-bas. On a été 2 fois là-bas tourner, mais après, il n'y a pas de partenariat à proprement parler. On a été là-bas tourner, mais quand on regarde, finalement, nous, on va un peu tourner. T'es à la bonne école aussi, me semble-t-il. Bah là, en fait, tous les étés, on fait un stage dans un club. On a déjà été en Pologne, au Climas en Espagne où il y a le Topuria. Il y avait juste après le Covid, on avait fait, du coup, on ne pouvait pas bouger, mais du coup, on allait au NR Fight, on allait à la Select Team, chez Hatch, on a déjà après, enfin, on bouge vraiment dans toutes les teams, et ça, je pense, c'est Gaëtan en fait à l'époque, vu que c'est un judoka de formation, et nous, au judo. On n'a pas cette mentalité comme plein d'autres clubs, de rester vraiment dans le club et à s'entraîner qu'entre nous. Au judo, c'est vraiment, tu vas faire des entraînements avec le 94, tu vas tourner dans ce club-là, tu vas tourner dans ce club-là. Il y a des gros stages qui se font où tous les clubs viennent un peu et puis ça fait un niveau de ouf. Ouais, ça du coup, je pense que vraiment, on a gardé cette mentalité-là pour le MMA et qu'on est un des rares clubs à avoir cette mentalité, à aller à droite à gauche, mais où finalement ça nous fait bien progresser. Oui, tout à fait. Ouais. Et toi, tu voudrais progresser sur quoi, sur quels axes aujourd'hui? Tout. Tout. En vrai, je suis encore jeune, donc j'ai que 26 ans, donc là je peux encore. Je suis déjà complet, je suis vraiment à l'aise dans tous les domaines, mais après je peux m'améliorer dans tous les axes bien spécifiques. Et après, ouais, dans tous les domaines. Dans tous, il n'y en a pas un que tu kifferais plus? Parce qu'aujourd'hui, on sait par exemple que les dégâts, voilà, c'est ce qu'on met aujourd'hui en avant. Ouais, c'est ce qui est beaucoup mis en avant maintenant dans les règles. Ouais, dans les règles. Mais après, d'être très bon striker, c'est bien. En vrai, je me sens déjà bien. Mais après, si je progresse trop en striking, mais qu'après, tu sais, je tombe sur un mec, par exemple, il est plus à l'aise que moi en striking, il me domine, mais qu'entre-temps, j'ai pas progressé en lutte ou au sol, du coup, je me fais dominer, mais que du coup, j'ai pas. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'en MMA, maintenant, il faut plus faire privilégier soit sol, soit pied-point, soit lutte. Maintenant, il faut vraiment prendre en entièreté et puis progresser dans tous les secteurs petit à petit et puis vraiment au MMA. Aujourd'hui, le MMA, on le voit en France, RMC, Canal+, l'équipe, etc. Ça explose. Ça explose partout. On le voit partout à la télé, les journaux en parlent. On voit même Cédric Doumbé chez Léa Salamé. C'est pour dire à quel point on en parle de partout. Toi d'ailleurs, comment tu vois de ton œil cette médiatisation aujourd'hui toucher un plus grand public, un plus large public qui ne s'y connaît pas forcément non plus? Parfois, il faut vulgariser un peu les propos. Carrément. Toi, tu vois ça, tu dis c'est super bien parce que ça apporte quelque chose à notre sport. Ou tu te dis ça apporte aussi des haters, ça apporte aussi quelque chose aussi. De ça, il y en aura toujours plus. Mais là, on voit maintenant, comme tu dis par rapport à Cédric Doumbé, que par exemple, ses fans à lui, il a quand même apporté une grosse vague de fans. Mais qu'il y a quand même qu'en fait, la plupart des fans qu'il a apporté, c'est tous des néophytes. Il n'y a pas des experts, mais d'un autre côté, on est un sport qui est tellement jeune qu'on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas connaître le sport. C'est aussi à nous, après, d'éduquer les gens petit à petit, avec le travail de journalisme et de même eux, par eux-mêmes, à force de voir des combats. C'est bête, mais en regardant des combats, on apprend énormément finalement. Mais ouais, je pense que ça va venir petit à petit. On est encore un sport qui est jeune, et puis après, j'ai envie de dire, plus on est, même s'il y a des néophytes, mieux c'est. Hein. Quand on regarde dans le foot, regarde le nombre de mecs qui parlent mais qui connaissent rien, mais ils sont là.
C'est vrai. En plus, quand il y a une Coupe du Monde, tout le monde regarde. Ouais. Même si on ne comprend pas le hors-jeu, parce qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas le hors-jeu. Ah là, mais, ils sont chauds. Mais ils regardent encore. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, grosso modo, pour l'année prochaine et de la réussite, la santé, la réussite. Moi, tant que j'ai ça, je touche du bois, je continuerai à performer. Donc, continuez à suivre Monsieur Alphand Rocher, là. Yes. Là, old school. Putain, le micro. Forcément. Et on se dit à très vite. En tout cas, le 21 octobre, il y a la Old School qui combat au MAGP Michael Jarouge pour la ceinture et pas que. Il y a l'AEF, mais ça, je pense que la vidéo sera peut-être pas encore sortie, qui arrive très bientôt aussi. La semaine prochaine. Yes, et plein d'autres choses qui arrivent. Et nous, on se dit à très très vite à la bagarre. Merci Alphand. Merci à vous pour l'accueil. Et à la prochaine. D'ailleurs, si tu veux dire un petit remerciement à qui que ce soit, n'hésite pas. Ou à personne. N'hésite pas aussi. Non, en vrai, je vais déjà tous mes partenaires d'entraînement. Il y a mon coach, mais après, il y a toute la famille et tout. Hein. Ma petite femme, tout le monde, hein, tous mes amis. Merci à tous, parce qu'en vrai, c'est bête, mais c'est aussi les gens de l'ombre, mais qui sont là tout le temps pour nous supporter. Et c'est aussi grâce à eux énormément qu'on avance. Hein. D'ailleurs, on fera bientôt une émission sur les gens de l'ombre. En tout cas, on fera des épisodes sur les gens de l'ombre parce que sans eux, il n'y a pas les gros champions. Ils sont très importants. On aura l'occasion d'en discuter. Bref, on vous dit à très vite. Suivez la bagarre. Suivez Monsieur Alphand Rocher, Lab, champion du MMA-GP et futur champion de la nouvelle ligue dont on ne citera pas le nom. À la prochaine. Ciao. Allez, ciao.